Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer le webinaire d'aujourd'hui, qui est donc le troisième webinaire du programme de recherche que nous avons mené avec Tanguy. Je me présente très rapidement, Hervé Moal, cofondateur de Harpas Trans, et je dirige depuis 3 ans ce projet de recherche en matière de trame verte avec des partenaires. Et cette année, j'ai eu le plaisir de travailler avec Tanguy. Je te laisse te présenter. Tanguy Leluca, directeur scientifique du projet de partenariat scientifique de Harpas Trans, arrivé en janvier 2024. J'ai eu le plaisir de aussi travailler avec Hervé pendant toute cette année où on a produit énormément de choses. Alors, donc ce petit déjeuner est le, Excusez-nous. ce petit déjeuner est le troisième que nous présentons sur ce programme de recherche. Il va être centré donc sur la trame noire et donc l'impact des pollutions lumineuses sur la biodiversité et la trame blanche ou l'impact des pollutions sonores sur la biodiversité dans les zones urbaines. Nous allons nous organiser la présentation autour de 6 points. Vais vous représenter rapidement notre société, l'activité Gondwana, notre activité en matière de biodiversité en milieu urbain. Vous représenter le partenariat que nous avons mené avec des collectivités locales, l'ARB, sur ce projet. Et puis Tanguy va vous présenter à la fois pourquoi il faut développer une approche et une réflexion sur la trame noire et la trame blanche dans le milieu urbain, les définitions et la méthode que nous proposons pour définir des zones prioritaires, et j'aurai le plaisir de vous présenter quelques réalisations que nous avons menées avec nos partenaires sur ce sujet. Sur Gondwana, donc Arpastran, c'est une société de conseil et de bureau d'études dans le secteur de l'immobilier avec 90 consultants. Nous avons 4 métiers pour nos clients qui vont des industriels de la construction aux occupants de résidences, qui est à la fois donc un métier sur tout ce qui est programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage de projet, tout ce qui tourne autour du workplace et de l'aménagement des espaces de travail au sein des bâtiments, tout ce qui tourne autour des stratégies durables et de transition écologique, et une activité sur la biodiversité et le paysage. Sur l'activité, sur la biodiversité de paysage, avec 20 consultants sur le sujet, dirigés par Martin Sénéchal. Nous travaillons à la fois sur tout ce qui concerne les stratégies de biodiversité, et en particulier donc le travail que nous menons est un des outils pour travailler sur ces questions de stratégie de biodiversité. Nous travaillons aussi sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'études naturalistes, complétés par des actions de certification de projets par rapport aux questions de biodiversité. Et enfin, des questions de génie écologique, ou aussi avec la cartographie des trames, le projet que nous avons mené fournit des outils d'action. Sur le travail que Tanguy va vous présenter est un travail que nous avons mené, et je tiens à les remercier, avec nos partenaires qui à la fois comprenaient l'Agence régionale de biodiversité de l'Île-de-France, qui est depuis 3 ans un partenaire qui a suivi nos travaux sur ce sujet, ainsi que les collectivités locales de Gennevilliers, Saint-Germain, Aulnay, Marly-Gondoire. La ville de Chaville et nous a rejoints en 2024 sur ce sujet, ainsi que CDC Habitat, qui a souhaité s'impliquer pour pouvoir étudier ces actions en matière d'immobilier et leur impact en termes de biodiversité. Nous travaillons bien sûr l'ensemble des travaux et des démarches que Tanguy va vous présenter ont été pilotés avec un comité scientifique. Je tiens en particulier à remercier Céline Clausel qui depuis 3 ans nous suit sur ce sujet, et le muséum et l'université de Lyon avec lequel nous avons travaillé et qui ont suivi, parce que nous considérons que c'est un point important de pouvoir étayer nos démarches par une approche scientifique. Alors je vais laisser Tanguy
vous présenter maintenant le cœur du propos sur les résultats de ces travaux. Ah oui, alors juste, oui, j'avais une carte pour vous montrer, c'est que on a des collectivités qui ont à la fois des milieux très très urbains comme Gennevilliers et des milieux qui sont qui sont un mix d'urbanité et de forêt, si on prend par exemple l'exemple de Saint-Germain. Donc ça nous permettait d'avoir des terrains d'application variés en termes de réalisation. Merci Hervé. On va rentrer un petit peu plus dans le dur et vous présenter l'approche qu'on a établie sur la trame noire et la trame blanche. Mais d'abord, on va revenir rapidement sur les définitions de pollution lumineuse, de pollution sonore, quels sont les indicateurs qu'on peut trouver, comment construire une méthodologie, quels sont les impacts finalement de ces pollutions sur la biodiversité. Euh, donc la biodiversité, depuis maintenant assez longtemps, on sait elle baisse drastiquement et les scientifiques décrivent cet état comme une crise d'extinction majeure qu'on serait en train de vivre, à la fois en termes d'abondance et de nombre d'espèces, et que ce soit les espèces plutôt rares, mais aussi les espèces communes qu'on trouve dans les villes. Et justement, cette biodiversité urbaine, euh, qui est traitée par l'écologie urbaine, qui est une science assez récente, on a découvert qu'elle était relativement assez riche et que ça dépendait de nombreux paramètres de la ville, c'est-à-dire à quel point les villes mettaient au cœur de leur politique la présence d'espaces verts et la gestion qu'ils en faisaient. Dans le cas où des politiques sont bien établies, une biodiversité assez riche se développe dans ces espaces. Et on sait que cette nature et cette biodiversité en ville rend de nombreux services et, pour les habitants de ces villes. Pour que la biodiversité urbaine, elle puisse, on va dire, s'épanouir et se développer dans les villes, on a besoin notamment de ce qu'on appelle les réseaux écologiques. C'est-à-dire que ces espèces, elles ont besoin d'habitat pour pouvoir se déplacer, aller rechercher de la nourriture et, euh, et aller rechercher des partenaires pour pouvoir se reproduire et que l'espèce puisse se développer. Dans le cas d'une ville assez classique, on va dire que la plupart des espaces verts sont pas forcément reliés par ce qu'on appelle des corridors. Et donc la matrice que forment les bâtiments, les trottoirs, les parkings, tous les espaces artificialisés, on va dire, sont relativement peu perméables. Et la connectivité et les réseaux écologiques essayent de décrire justement à quel point les espaces urbains sont des espaces perméables pour la biodiversité. Donc l'objectif d'une politique de continuité écologique est bien sûr de rendre la ville perméable grâce à de nombreux espaces verts comme les parcs de centre-ville, les forêts et prairies, mais aussi sur les réseaux écologiques de mares avec des étangs et des milieux humides et des grands espaces verts, donc typiquement les bois de Boulogne ou les bois de Vincennes pour la ville de Paris. Euh, dans ces réseaux écologiques, on va dire que les habitats peuvent être perturbés par des pollutions. Typiquement, la pollution lumineuse provoque un déclin assez fort des chauves-souris en France. 54% entre 2006 et 2019, d'après les données du Muséum. Mais on sait que la pollution lumineuse impacte d'autres espèces que les chauves-souris, notamment les oiseaux, les insectes volants, les lucioles, les plantes, les araignées, les mammifères et aussi les amphibiens. En fait, initialement, on pensait que uniquement les espèces nocturnes étaient affectées par la pollution lumineuse. On se rend compte que maintenant, beaucoup d'espèces ont des cycles circadiens et elles sont donc impactées par la pollution lumineuse. En fait, il y a plusieurs phénomènes liées à la pollution lumineuse. Il y a des espèces dont la pollution lumineuse fragmente les habitats par attraction, et c'est-à-dire ces espèces sont attirées et sont, on va dire, bloquées. Leur vision est leur sens du mouvement est complètement bloqué par cette pollution lumineuse. Et aussi des effets de répulsion, où les espèces ne peuvent pas traverser des espaces à cause de cette pollution lumineuse. Récemment, la réglementation, elle s'est attelée à définir et à prévenir cette pollution lumineuse, notamment par le Grenelle de l'environnement en 2009 ou 2010, mais aussi un décret en 2012 qui a notamment permis l'extinction entre 1 heure et 6 heures des publicités lumineuses. Il y a aussi un événement marquant qui est la loi 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, qui vise
à ce que dans les politiques de tram verte et bleu, on prenne en compte ces pollutions lumineuses. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la réglementation de la pollution lumineuse. Il faut savoir aussi que la pollution lumineuse a des enjeux, a d'autres enjeux que la biodiversité qui sont très importants. Et en parlant avec les collectivités partenaires, c'est un des aspects pour lesquels elle l'intègre. C'est-à-dire qu'elle permet aussi de subvenir, enfin de soutenir les plans énergie et carbone des collectivités, puisque les points lumineux constituent une grande source de consommation d'énergie. Par exemple, le chiffre de 41% de la consommation d'électricité des communes et émet 670 000 tonnes de CO2. Et par ailleurs, ça représente un potentiel d'économie très fort pour les collectivités publiques. Concernant la pollution sonore, donc les aspects de trame blanche qui sont liés au bruit, on sait que les bruits, ils dérangent énormément les animaux par des phénomènes de masquage sonore, de tromperie, de confusion, de distraction et de dérangement, et que ça a des conséquences multiples sur la biodiversité, puisque notamment ça peut générer pour une même espèce le fait que deux individus ne se rencontrent pas et ne puissent pas se reproduire. Donc ça gêne énormément la navigation, la recherche de nourriture. Donc typiquement, une espèce peut passer à côté d'une proie parce qu'il y a trop de bruit dans l'environnement. Des aspects de territorialité, d'échange d'informations, d'élevage des jeunes euh, et de liens sociaux. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que les espèces ont des tolérances très variées sur les pollutions sonores. Les seuils d'audibilité sont très différents, les fréquences entendues aussi, et qu'on a encore beaucoup d'informations à recueillir et on a besoin de recherche sur ces aspects-là. Euh, Par ailleurs, les espèces, elles s'adaptent au bruit. On a notamment, par exemple, l'effet lombard, où on a vu pour de nombreuses espèces d'oiseaux que l'émission du signal de chant était modifiée en fonction de la pollution sonore. C'est-à-dire certaines espèces chantent plus fort ou chantent différemment pour essayer que le message passe. Et ça a un effet important sur leur métabolisme, puisque souvent, ça résulte en une consommation d'énergie assez excessive, et ça perturbe leur cycle. Comme la pollution lumineuse, la pollution sonore a d'autres enjeux, notamment liés à la santé humaine, puisque on sait que le bruit est très néfaste pour à la fois les maladies cardiovasculaires, ça perturbe énormément le sommeil, et donc ça a des effets aussi sur la baisse des capacités d'apprentissage. Pour les aspects réglementaires, au niveau de la pollution sonore, on va dire on est sur une réglementation qui est encore balbutiante pour les aspects de trame verte et bleue par rapport au tram noir. Mais on a déjà une directive qui est majeure, c'est la directive européenne de 2002, qui impose la création de plans de prévention de bruit, donc des PBBE, pour les gestionnaires et industriels de linéaires d'infrastructure, donc typiquement SNCF, les rails, mais aussi les aéroports, et aussi qui oblige les métropoles de plus de 100 000 habitants de créer des cartes de bruit stratégiques. Et c'est notamment une donnée qu'on a utilisée, et ça on le verra dans la partie 4 à l'aide de Bruit Paris. On a aussi la loi du 24 décembre 2019 et du 29 janvier 2021 qui sont assez symboliques, mais qui permettent on va dire, d'établir la notion juridique de pollution sonore et de dire qu'on doit protéger les patrimoines sensoriels qui sont très importants dans l'approche multitrame qu'on essaye de développer. Je vais maintenant revenir rapidement sur la définition et sur comment nous, on a développé un outil sur les trames vertes et comment on a intégré les aspects de pollution sonore et de pollution lumineuse dans cet outil. Hervé, tu veux rajouter un élément? Oui, je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs approches qui ont été développées de trame noire et de trame blanche. Vous verrez que l'approche que nous avons élaborée avec Tanguy est une approche qui se veut une approche opérationnelle et qui permet rapidement pour des collectivités locales de pouvoir établir une première approche de leur trame noire et de leur trame blanche. Ces approches-là doivent bien sûr après être complétées par des approches plus fines. Si je pense par exemple à la trame noire et des épaisses comme les chauves-souris qui sont très sensibles à la lumière et il y a des approches spécifiques qui doivent être développées Mhm. pour un certain nombre de taxons. Et par exemple sur la trame blanche, vous verrez que nous sommes appuyés sur Bruit Parif, mais qu'il y a sûrement nécessité d'avoir des analyses plus fines
pour appréhender l'impact pour les espèces sur le sujet. Donc, le souci que nous avons eu dans cette présentation, c'était d'offrir rapidement et à terme, avec un budget raisonnable, des premières cartes qui permettent aux collectivités locales et aussi aux gestionnaires d'actifs immobiliers de pouvoir avoir une première approche sur le sujet. Ouais. Et bien sûr, notre approche pourrait être complétée par rapport à d'autres qui ont été menées sur le sujet. Donc, je vais revenir rapidement sur l'outil qu'on a développé pour caractériser, comme l'a dit Hervé, les trames vertes et l'ajout qu'on a fait cette année sur les questions de trame noire et trame blanche. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous avez regardé nos nombreux webinaires depuis novembre 2023, nous avons développé une approche de simulation des réseaux écologiques et de la connectivité basée grâce à un logiciel qui s'appelle Graphab, qui est un logiciel développé dans le cadre de l'appel à recherche ITCOP, qui est produit par une université française et qui maintenant se diffuse largement chez de nombreux acteurs, que ce soit les acteurs de la recherche, les acteurs des collectivités, des bureaux d'études, mais aussi des associations. Il y a de nombreuses applications opérationnelles de cet outil. Et aujourd'hui, il y a une 3.0 qui est sortie en 2024 qui permet de faire plein d'autres choses et que nous avons utilisé bien sûr. On s'est concentré pour l'indicateur qu'on a créé sur les trames vertes sur la biodiversité urbaine. Donc, c'est toutes les espèces qu'on retrouve le plus communément en ville, mais qui ont besoin quand même des trames pour subvenir à leurs besoins. Et donc, on exclut, on va dire, la biodiversité anthropisée. C'est des espèces justement qui n'ont pas besoin des trames pour se déplacer, se nourrir et se reproduire. Et aussi, on exclut la biodiversité patrimoniale puisque elle est relativement peu présente en ville. Cette année, l'enjeu, il a été assez fort. Il a notamment été l'amélioration des espèces prises en compte dans nos modèles pour essayer d'être le plus juste possible et identifier à quel point nos modèles étaient pertinents pour un grand nombre d'espèces. Aussi, faire évoluer la carte d'occupation du sol, qui est le socle de la modélisation des réseaux écologiques, et aussi faire évoluer les paramètres de modélisation, afin d'être le plus juste possible en termes de précision sur à quel point les espèces peuvent se déplacer en fonction des occupations du sol qu'on avait identifiées. Donc, le résultat de ces améliorations a été qu'aujourd'hui, on prend en compte 109 espèces dans nos modèles, 49 insectes, 40 oiseaux, 7 mammifères, 5 chiroptères et même un crustacé, le cloporte. Donc, on a fait un gros travail d'extension cette année. Et à partir des cartes qui sont maintenant beaucoup plus précises que l'année dernière, on calcule des indicateurs de connectivité qu'on appelle les flux, qui essayent de caractériser l'émission de population à partir d'un habitat et qui vient vers cet habitat. On calcule aussi la centralité intermédiaire, c'est un indicateur qui permet de caractériser si une tâche d'habitat, donc un parc, fait cœur de réseau, on va dire, à quel point il est central dans le réseau que forment les habitats. Si on fait le parallèle avec le réseau de métro ou le réseau d'aéroport, ça serait est-ce que ma station de métro, c'est Châtelet ou plutôt une petite station parisienne. Une fois qu'on a réalisé ces éléments-là, on fait ce qu'on appelle des interpolations. C'est-à-dire qu'avant, on avait des valeurs uniquement pour les tâches d'habitat, et on vient les interpoler sur toute la zone qui nous intéresse, donc typiquement toute une collectivité ou tout un territoire, ça peut être une métropole, ça peut être n'importe quelle taille. Ça permet d'avoir une valeur de connectivité qui caractérise les réseaux écologiques sur l'ensemble du territoire. Une fois qu'on a fait ça pour toutes les espèces et pour les deux indicateurs, on réalise l'indicateur en faisant une moyenne de toutes ces interpolations. Et enfin, on vient plaquer toutes ces valeurs sur les parcelles cadastrales de la ville et on les trie de 20% en 20% et on les note avec des lettres A, B, C, D, E. A étant les lots immobiliers qui permettent ou qui ont un potentiel très fort de contribution au réseau écologique si on réalise une action dessus. Et E, c'est plutôt des lots qui sont très éloignés des réseaux écologiques et qui ont donc un potentiel plus faible. Ici, on parle uniquement de lots immobiliers qui ont un potentiel pour les réseaux écologiques. Évidemment, on ne traite pas des aspects de justice environnementale ou d'îlots de chaleur, puisque souvent, les lots qui sont eux, c'est souvent des zones qui sont assez peu végétalisées, puisque assez éloignées des grands habitats. Euh,
Donc les lots A et B, si on se positionne dans la ville comme Gennevilliers, c'est des lots il faudrait avoir une action dessus pour améliorer la place des réseaux écologiques dans la ville, alors que les lots D et E, c'est plutôt des actions d'un autre type qui serait à envisager et qui ne correspondrait pas vraiment à une politique de réseau écologique et de trame verte et bleue, mais plutôt pour la gestion des îlots de chaleur et des eaux pluviales ou d'autres aménités. Finalement, cet indicateur par l'eau, en fait, il est construit à partir de l'indicateur de potentiel de connectivité globale que vous voyez en haut à droite, qui est lui-même une moyenne des indicateurs par sous-trame que vous voyez en bas de l'écran. Donc l'indicateur de potentiel pour la sous-trame des milieux boisés, la sous-trame des parcs et jardins et aussi la sous-trame des milieux herbacés. Ça permet, cette décomposition en sous-trame, d'avoir une bonne vision, on va dire, de quelle sous-trame est la plus importante pour une collectivité et d'où vient les aspects les plus importants. Est-ce que sur la ville de Gennevilliers, on a une importance très forte des milieux herbacés? C'est ce qu'on voit pour le nord de la ville, alors que pour les milieux boisés, on voit que c'est plutôt sur le nord-est de la commune. Ça permet d'avoir une vision un peu plus fine. Cette année, on a également fait le travail pour les milieux humides. Donc là, c'est l'exemple de la ville de Chaville. On a caractérisé les lots immobiliers pour la sous-trame des milieux humides qui s'intéresse donc aux espaces d'interface entre les réseaux de mares et les espaces non pas aquatiques, mais terrestres qui ont des dominantes humides comme peuvent l'être des ripisylves. Et alors, l'autre approche qu'on a développée pour la trame noire, c'est qu'on s'est appuyé notamment sur l'étude de la métropole du Grand Paris et on a évalué tous les indicateurs qu'on avait à notre disposition pour caractériser cette pollution lumineuse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont disponibles, notamment la radiance, la pression liée à la pollution lumineuse diffuse, l'indice de brillance de fond et le nombre de sources lumineuses visibles, qui sont des indicateurs qui ont des orientations différentes. C'est-à-dire, soit on se positionne en tant qu'acteur dans la ville et on évalue à quel point le ciel brille et est visible, ou plutôt on se positionne à l'échelle d'avions et de satellites et on vient prendre des photographies nocturnes pour évaluer cette pollution. Nous, on a choisi la seconde approche, plutôt par satellite et par avion, où là, on a deux données qui sont principalement disponibles. Les données VIRS de la NASA, qui sont malheureusement moins disponibles qu'avant, et les données de radiance de Luojia, qui est un satellite chinois dont les prises nocturnes datent de 2018. Les données de radiance de l'EOGIA ont l'avantage d'être beaucoup plus précises en termes de nombre de pixels, puisqu'on est on est sur une résolution spatiale de l'ordre de 130 mètres, alors que VIRS est plutôt autour de 400 ou 500 mètres. Donc c'est beaucoup plus précis. Et on a profité aussi du travail qu'a réalisé le CEREMA, qu'on remercie d'ailleurs, puisqu'ils ont transformé toutes ces images et les ont transformées en tuiles, on va dire, de pollution lumineuse à l'échelle de presque toute la France, puisque de souvenir, il n'y a que la Bretagne qui n'est pas disponible. Donc on va dire que ça a permis de faire ce travail. Il y a aussi d'autres villes où il y a une production, on va dire, plus fine qui a été réalisée, typiquement sur la MGP, où on a fait une approche un peu plus précise. Mais on a développé aussi l'approche UOJA parce on souhaitait faire une approche qui soit globalisante, pour toute la France. C'est typiquement un endroit où on voit que dans ces indicateurs, et en particulier la qualité de la pollution, enfin la nature de la pollution lumineuse et l'impact que cette pollution peut avoir sur les espèces, on en est au début de la définition des indicateurs à prendre. Et pour cela, Tanguy a privilégié la faisabilité opérationnelle, en particulier en s'appuyant sur le travail détaillé qu'a fait le CEREMA avec l'UOGA. Ouais. L'approche qu'on a fait, donc, comme le disait Hervé, en privilégiant l'opérationnalité, c'est de récupérer donc les travaux qu'on faisait sur les cartes de trame verte et de venir calquer, on va dire, les niveaux de radiance de l'UOJA. Donc, d'un côté, on avait nos zones qui présentent un potentiel de connectivité assez élevé qu'on croise avec les zones fortement polluées, ce qui nous permet d'établir des cartographies de zonage d'enjeux. Et ça, c'est ce qu'appelle Romain Sordello, qui est un spécialiste des questions de trame, c'est-à-dire la méthode déductive, c'est-à-dire qu'on déduit la trame noire et la trame blanche par superposition entre deux cartes. D'un côté, on a la carte de Luogia
de pollution lumineuse pour la ville de Gennevilliers, qu'on vient seuiller à un certain niveau de pollution lumineuse. Je vous épargne l'unité. Et de l'autre côté, on a les cartes de zonage de connectivité, où là, on a fait trois zonages, jaune, orange, rouge. Jaune étant les milieux qui ont une importance modérée, orange importante et rouge très importante pour les trames vertes. Et c'est ces éléments-là qu'on va croiser avec les niveaux de pollution lumineuse pour déterminer quels espaces sont à la fois très importants pour la biodiversité et soumis à une très forte pollution. Donc justement, c'est ce résultat-là où on voit ces espaces-là, donc jaune, importance modérée pour la biodiversité, orange, important et rouge, très important, ils sont exposés à une forte pollution lumineuse. Et ce travail-là, on peut aussi le passer comme notre carte de trame verte à l'échelle des lots. On identifie les lots qui sont soumis à une forte pollution lumineuse et qui ont un fort intérêt pour les questions de trame verte. Et donc, ces cartes-là, elles sont très, très opérationnelles, puisqu'elles permettent d'identifier des bâtiments où il faut avoir une action d'extinction très rapidement, mais aussi elles permettent d'identifier des rues, des axes qui sont, on va dire, les plus sensibles à la fois en termes de biodiversité et de pollution. Et après, naturellement, alors ce sont des cartes qui permettent d'aider les collectivités locales à faire des choix, hein, et donc en particulier avoir l'articulation, par exemple, entre la pollution lumineuse et les enjeux en termes de biodiversité. Mais par exemple, une collectivité nous a dit, mais finalement, je pourrais aussi regarder les zones à faible pollution Oui. lumineuse et sur lesquelles je pourrais développer une action de biodiversité puisque je n'ai pas l'impact de la pollution lumineuse. Donc ça, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Ce sont des cartes d'aide à la décision. Ce ne sont pas des cartes de décision. Après, il y a une réflexion à avoir. Comme on a eu des réflexions sur les trames vertes en disant, mais il y a un endroit qui n'est pas important en termes de trame verte, mais j'ai un enjeu d'îlot de chaleur, on peut avoir aussi à ce niveau-là une réflexion politique pour l'utilisation de ces cartes par rapport aux enjeux des citoyens. Oui, comme l'a dit Hervé, on peut très bien avoir une approche, on va dire, de conservation. Ça permet aussi d'identifier les zones peu polluées sur lesquelles on peut avoir une action protectrice de la ville. Et alors, pour la trame blanche, finalement, on a eu exactement la même approche. On s'est d'abord posé la question de quels sont les indicateurs de pollution sonore qui sont disponibles. Là, c'est vrai qu'on a vu qu'on était sur des éléments qui sont beaucoup plus balbutiants et on est vraiment au début de l'innovation pour les questions de trame blanche. Les niveaux sonores sont mal connus pour les espèces, comme on l'a dit en introduction, et aussi on a beaucoup moins de données. On sait qu'il y a plusieurs indicateurs qui existent, comme le LDEN ou le LAQ, qui sont malheureusement typiquement que pour le LDEN qui surpondèrent le bruit de nuit, parce que c'est des indicateurs qui sont créés et orientés, on va dire, santé humaine, et qui donc sont peu adaptés aux questions de biodiversité. Mais on les a utilisés dans une première approche, comme le dit Hervé. Donc, on a pris les cartes de bruit par rive qu'on remercie aussi d'ailleurs, puisqu'ils nous ont mis à disposition ces cartes-là et on a travaillé conjointement. Donc, c'est des cartes de bruit stratégique qui détaillent le niveau de bruit pour les infrastructures de transport aéronautique, ferroviaire et routes et autoroutes. Et ces trois cartes sont agglomérées en une. Et ces cartes sont donc exprimées en LDEN. Elles ont plusieurs limites, notamment le fait que certains indicateurs soient centrés sur la santé humaine, que ce soit des modélisations. Donc c'est fait à partir de capteurs qui sont placés à certains endroits. Et comme on va dire notre approche de trame verte, il y a une interpolation qui est faite. C'est aussi des niveaux moyens, donc ça n'a pas le même sens, on va dire, pour tous les types d'infrastructures. Typiquement, l'avion a une forte variance en termes de bruit, et donc la moyenne a peut-être un peu moins de sens. Et aussi, le dernier qui est quand même assez majeur, c'est que ça prend en compte uniquement les infrastructures de transport et qu'il faudrait déployer beaucoup d'autres données pour avoir typiquement les chantiers qui peuvent avoir un impact important ou les autres. C'est vraiment un domaine de recherche Ouais. scientifique à développer dans les années à venir, Mais cette articulation pollution sonore, impact sur la biodiversité. Mais ces cartes sont aussi une très bonne base et une bonne donnée de première approche. Et donc là aussi, on a effectué exactement la même approche. On a fait un croisement, donc méthode déductive, entre à la fois les trames vertes et la carte de pollution sonore qui nous a été donnée par Briparif. Donc là aussi, pour Gennevilliers, on a isolé les zones
pour les trames vertes qui ont une importance modérée, importante et très forte, jaune, orange, rouge. Et de l'autre, on a identifié les zones qui présentent un niveau de pollution très important. Il faut savoir, pour la ville de Gennevilliers, c'est une ville qui est assez affectée par la pollution sonore. On a un réseau routier qui est très dense, avec l'A15 et de la 86, la N135 et les D911. La ville est complètement quadrillée, que ce soit nord-sud et ouest-est. Elle est aussi assez affectée par le bruit des avions, au nord notamment de la ville. Et enfin, on a deux lignes de chemin de fer qui traversent la ville avec un axe nord-sud et sur la partie ouest au niveau du port. Euh, les cartes qu'on a produites, là on en a produit une pour chaque type d'infrastructure. On a permis d'isoler les espaces donc, qui ont un fort enjeu pour les trames vertes et qui sont fortement pollués. Donc là, on retrouve, comme pour la lumière, énormément de zones qui sont très affectées, notamment pour la voiture, donc la carte de gauche, et pour le train, la carte de droite. Et exactement comme pour la trame noire, on a fait ce travail de transposition au lot immobilier avec une petite originalité, c'est qu'on a caractérisé si le lot immobilier qui a son importance pour la trame verte est plutôt soumis à une pollution de type voie routière ou plutôt de rail. Là aussi, on se rend compte qu'il y a énormément de lots qui sont très affectés et ces cartes-là, elles permettent de mettre en place des stratégies pour la ville, on va dire par exemple de limitation de vitesse pour des axes routiers qui produisent énormément de bruit, ou aussi elles peuvent permettre de se rapprocher de partenaires type les gestionnaires d'autoroutes ou les gestionnaires de voies ferrées pour essayer de travailler ensemble à soit la baisse de la vitesse, soit la mise en place de murs anti-bruit, de trouver une solution et de pouvoir discuter sur une base commune. Voilà, donc Tanguy vous a présenté. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur le sujet. Si vous avez besoin de compléments ou d'éléments, n'hésitez pas aussi dans les jours à venir, si vous voulez avoir des précisions techniques avec Tanguy, d'envoyer un mail pour avoir une visio sur le sujet, sur le modèle, ses limites, les caractéristiques. Sur ce sujet. Euh, euh, alors, je vais vous présenter donc, parce que c'était aussi un des objectifs de ce programme de recherche, c'était à la fois de définir des outils qui permettaient d'établir des potentiels de trames vertes et bleues au sein des villes, pouvoir les ramener au lot immobilier. Mais c'était une autre partie d'un travail qui nous a beaucoup mobilisés. Et je tiens encore à remercier beaucoup, et nous tenons à remercier beaucoup les collectivités locales et l'ARB qui ont travaillé avec nous. Il y avait aussi un travail pour dire, mais comment et de quelle manière on peut utiliser ces cartes? Quelles sont les limites de ces cartes pour des collectivités locales? Donc tout ce travail-là d'appropriation sur ces cartes. Alors, aujourd'hui, on souhaite vous détailler deux approches que nous avons réalisées avec les collectivités locales et aussi CDC Habitat. Et puis une approche potentielle hein, qui est en cours de développement aujourd'hui par Tanguy, que nous travaillons aussi avec des collectivités, qui est de bien faire cette synthèse d'une approche multitrame. Alors, première approche, c'est comment on établit une stratégie urbaine de trame noire et blanche dans une ville. Alors, je prends l'exemple de Chaville, qui est une des villes avec lesquelles nous avons travaillé sur ce sujet. Vous retrouvez la carte de trame verte. Hein, donc, Chaville est entre deux grandes forêts, aussi un creux sur le sujet. Et donc, on retrouve donc notre carte que nous avons établie de potentiel et d'intérêt des lots immobiliers par rapport aux trames vertes, qui nous a permis de déduire à partir de cette carte une proposition de zonage prioritaire en matière de trame. Ce travail a été complété par un travail qu'a fait la FNE Environnement 92, qui a travaillé avec des approches plus basées sur des espèces,
notre approche étant multi-espèces, mais a aussi fait, à partir de Grafab, une approche et une analyse de la ville de Chaville, et Environnement 92 FNE est un partenaire de la ville de Chaville sur ce sujet, ce qui nous a permis, ensemble, avec Arpastrans et FNE, de proposer à la ville de Chaville des zones prioritaires, soit en les indiquant comme prioritaires. Par exemple, vous avez les zones violettes, violet clair, qui sont les zones de bordure de forêt, qui sont à la fois prioritaires en termes d'action d'urbanisme et de lot immobilier, en particulier par rapport à la notion d'apport par rapport aux forêts, donc qui joue aussi après sur toute une série de préconisations. Vous avez en violet foncé, vous avez enfin, un frein de connectivité, une barrière de connectivité très importante, avec un enjeu important pour la ville de Chaville. C'est presque nous pensons que c'est presque un enjeu régional sur le sujet. Et puis nous avons développé dans les zones orange et jaune des zones qui étaient prioritaires. L'orange étant le fait de pouvoir travailler peut-être sur une deuxième trame potentielle pour la ville. Tout ça pour être complété par les trames de milieu humide que nous avons travaillé et sur lesquelles nous avons aussi indiqué les trames noires et donc les enjeux en termes de pollution lumineuse ainsi que les trames blanches, pollution voie ferrée et pollution route. Ce qui permet à la fin d'avoir un zonage avec le fait que la ville de Chaville peut établir, en tenant compte aussi d'autres enjeux qui existent, gestion des eaux pluviales, aménités, aspects socio-économiques, de pouvoir définir des niveaux d'engagement ou de standards de qualité différents par zone, que ce soit pour le document pur, pour un urbanisme responsable, qui est le document d'action de la ville sur l'immobilier et les nouveaux projets, que ce soit dans la charte architecturale. Ça a servi aussi de base pour la traduction du PLUI et puis du développement des différentes politiques de la ville sur le sujet. Ça permet aussi de travailler sur des projets exemplaires. Donc on voit que ces cartes-là permettent d'alimenter et aussi de définir les priorités, sachant qu'une des contraintes que nous avons en matière de biodiversité, c'est bien sûr la contrainte budgétaire. On voudrait faire tout partout, hein, eh bien, mais il y a aussi des contraintes budgétaires sur le sujet. Donc ça, c'est une première application, le fait de pouvoir travailler sur une stratégie de collectivité locale. Deuxième application, que nous avons travaillé en particulier avec CDC, et puis dans différentes villes, on avait un travail conjoint CDC et collectivité locale, c'est de pouvoir travailler sur des diagnostics de sites. Par exemple, donc là, dans ce cadre-là, c'est un site sur lequel une rénovation est envisagée par CDC Habitat et de pouvoir, donc j'ai pris la ville de Chaville, ça permettait de relier avec ce que je vous ai présenté auparavant, et donc de pouvoir avoir un diagnostic écologique affiné en particulier sur les questions de connectivité écologique. Donc on retrouve la ville de Chaville avec les différents enjeux de connectivité qu'on peut avoir en termes de tram verte, en termes de tram bleu. Et donc sur cette résidence, nous avons très rapidement, en moins de 2 jours, on a pu établir un diagnostic de ce site et en particulier en définissant à la fois l'importance qu'avait ce site en termes de potentiel trame verte et trame humide, et aussi très rapidement l'impact que ça avait en termes de pollution. Est-ce que c'était un endroit où il y avait des enjeux forts de pollution lumineuse, et est-ce que c'était un endroit où il y avait un enjeu fort de pollution sonore? Et ceci donc avec la possibilité de travailler dans le détail l'impact qu'a le site. Donc, vous voyez au milieu de la carte
que peut avoir et les potentiels que peut avoir le site en matière de trame verte, le potentiel que peut avoir le site en matière de trame bleue. Et pareil, alors bon, il y a une forte pollution lumineuse sur la ville de, de Chaville, mais on peut l'articuler aussi par rapport aux notions de pollution sonore. Et donc, ceci permet de montrer par l'eau si l'enjeu de pollution lumineuse et de pollution sonore est important ou pas, et ce qui permet après, de pouvoir établir et de pouvoir prioriser des mesures par rapport à une rénovation ou un changement, en indiquant, donc là j'ai repris des mesures que nous utilisons souvent dans nos actions, une partie des mesures que nous utilisons souvent dans nos actions par rapport à la pollution lumineuse et aussi par rapport à la pollution sonore. Mais donc, on peut aussi prioriser par site si c'est un enjeu important ou pas, et à partir de là, en déduire une hiérarchie de priorité par rapport à d'autres mesures à prendre dans le cadre d'une rénovation. Donc, ces cartes-là, nous aurons des cartes qui seront finalisées pour l'Île-de-France en matière de trame verte à l'été prochain. Donc, on a pour toutes les communes de l'Île-de-France donc la possibilité de sortir rapidement ce type de carte et donc d'analyse par lot détaillée ou globale de ces différents types de pollution. Et la routine informatique pour analyser les pollutions sonores et lumineuses en ajout est aussi déjà Voilà. faite Voilà. et très Donc, facile. on a choisi le choix de faire peut-être des fois des choix d'indicateurs que les spécialistes diraient, bon, on pourrait être plus détaillé sur le sujet par rapport au fait de pouvoir avoir des cartes qui sont opérationnelles aujourd'hui pour pouvoir informatiquement générer pour toutes les communes, par exemple, de l'Île-de-France et à terme pour les communes en France, ce type de carte qui est une base de travail pour les collectivités qui, après, ont à mener des études détaillées sur le sujet. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu pour les collectivités, et maintenant qu'il y a eu beaucoup de trams qui se sont développées, trams bleues, trams vertes, trams des milieux humides, euh, trams noires, trams blanches, c'est de bien faire la distinction entre quels sont les trams, on va dire, d'habitat, comme les trams vertes, les trams des milieux humides, les trams bleus, qui permettent d'identifier, on va dire, les cœurs de réseau et aussi les trames, on va dire plutôt dites de pollution, comme les trames blanches et les trames noires, et effectuer un travail de synthèse. Et aujourd'hui, l'approche qu'on a développée pendant toute l'année 2024, elle permet de faire ça. Elle permet de, on va dire, superposer toutes ces cartes pour identifier quelles sont les zones les plus importantes, puisque quand on avait fait ce travail pour les trames des milieux humides et les trames vertes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espaces qui répondaient aux deux critères et qui sont donc importantes pour un large panel, on va dire, d'espèces et d'habitats différents. Et en termes de pollution, on se rend compte aussi que les espaces les plus pollués en termes de son sont parfois aussi les mêmes qu'en termes de lumière. Donc, on est capable de faire ce travail, on va dire, de calque géographique et d'aller dans la finesse de toutes les trames. C'est l'enjeu. Est-ce que tu veux ajouter un élément? Non, je sais pas si Zoé parce que Zoé nous a aidés sur sur l'événement, s'il y a des questions, des questions qui existent aujourd'hui par rapport au sujet que l'on voit, si on peut, euh, Bah déjà, t'en as repéré? ouais, j'en ai repéré. Je vais remercier le CEREMA qui a mis à disposition ces données et qui nous indique que certains éléments de réglementation, notamment le décret, a été modifié en 2022 et je vous invite à aller voir. Pour répondre à sa question sur la mise à disposition de l'UOJA, on l'a pas renseigné sur data.gouv et on sera très heureux de le faire. Et si vous êtes intéressé par des futures collaborations ou par faire des rendez-vous ensemble sur l'utilisation de Oui, ces éléments, on sera preneur et on sera ravi d'échanger avec vous. En tout cas, on renseignera notre utilisation et on est très content oui. d'avoir utilisé l'UOJA.
Sur les cartes de pollution lumineuse, on a aussi eu la question, on va dire, des seuils et de comment ça a été seuillé. Bah, là, je reprendrai un petit peu la réponse qu'a déjà fait Hervé, c'est qu'on s'est penché sur quelque chose d'assez facilement opérationnalisable rapidement. Et donc, on a choisi le seuil de 50 watts par arc sec qui est discutable. On l'avait identifié dans la bibliographie. On peut en rediscuter et aussi c'est un seuil qu'on peut tout à fait adapter. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt à une approche sans seuil pour, on va dire, à la fois identifier les zones qui sont peu polluées d'un point de vue lumière et très polluées. On a aussi eu des questions sur les entrants qui sont, enfin les inputs qui sont nécessaires pour faire tourner les modèles disponibles, typiquement Graphab. Alors oui, il y a des modules de formation qui existent, qui sont proposés par l'Université de Besançon. C'est un logiciel qui est quand même encore assez compliqué d'accès, puisque c'est un logiciel qui nécessite une carte d'occupation du sol et qui nécessite aussi de renseigner, on va dire, la façon dont ces éléments-là d'occupation du sol limite ou empêche le déplacement des espèces. Et donc, il faut établir ce qu'on appelle une matrice de résistance, ce qui est, on va dire, le point noir de cet outil. Et il faut une expertise écologique sur les espèces qu'on souhaite modéliser. Oui, alors, je voyais, il y avait des questions sur, est-ce que vous travaillez que pour les collectivités, pour les entreprises? On travaille pour les deux, puisque en particulier, on travaille aujourd'hui avec des gestionnaires d'actifs, hein, pour avoir ces données-là et de pouvoir généraliser et automatiser la production de ces données de manière à avoir un double objectif. Un, avoir l'information et deux, avoir l'information à un prix raisonnable. Alors raisonnable étant la raison économique. Voilà, on peut avoir des discussions sur l'aspect raisonnable, mais voilà. Et aussi donc les ordres les ordres d'idées du temps nécessaire pour ces études. Nous visons à faire des outils. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de grandeur de 2 jours pour ce type d'études. Enfin, alors, disons, si on prend une collectivité locale, on est à 2 jours d'études et peut-être 2 à 4 s'il y a là-dessus des groupes de travail et des réunions qui sont faites. Si je prends l'exemple de Chaville, on a fait 2 séminaires avec tous les acteurs de la ville de Chaville à partir de ces cartes. Donc, ça nécessite naturellement plus de temps. Mais on est de l'ordre de quelques jours pour établir et travailler sur ces cartes et pour les approches de site, notre objectif est de descendre en dessous de la journée nécessaire pour faire ce type d'approche. Avec Tanguy, on est à dire, mais on est à l'heure. Tanguy est un peu plus réservé que moi sur le sujet, parce que techniquement, il faut pouvoir le produire à l'heure, mais notre idée est bien sûr de ramener ça à des temps courts. Alors, je parle pour l'Île-de-France, hein. Tanguy travaille cette année sur la notion d'extension en France, et donc aussi de ramener à des notions de coûts qui soient des coûts, des coûts abordables. Voilà, je tenais aussi parce qu'il y a une remarque qui a été faite par une personne du CIREMA, à remercier le CIREMA de ses actions en open source, hein, qui est un moyen pouvoir agir. Et pareil, aujourd'hui, l'IGN fait un énorme Oui. travail. Enfin, bon, réglementairement, elle est obligée, mais il y a quand même un énorme travail qui est fait aujourd'hui en termes de cartes open source. Le CSTB aussi fait du travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a des données qui permettent aux acteurs de travailler avec des données détaillées et pertinentes sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai On a pas? eu aussi des questions sur les solutions proposées en termes de réduction des bruits. Alors, on sait que la mise en place de végétation peut avoir un effet de réduction de bruit, même s'il est limité. On peut déployer tout un panel de solutions, typiquement sur les murs anti-bruit ou d'autres éléments qui peuvent réduire les bruits. En termes de spécificité des espèces au regard de leur sensibilité et des besoins écologiques, on l'a évoqué rapidement au début du webinaire. Euh, on avait fait une approche de recherche où on avait Ouais. pris en compte des sensibilités différentes, par exemple pour les oiseaux ou pour les mammifères. C'était des approches complexes et qui étaient peu ou moins bien comprises par les collectivités partenaires.
C'est plutôt vraiment une approche Oui, scientifique. on a quand même deux freins. Enfin, on pense que c'est très pertinent de pouvoir avoir cette approche où on mesure l'impact qu'a la pollution lumineuse sur la qualité des trames. Ouais. Et donc ça, on a quand même aujourd'hui un problème scientifique, c'est qu'il y a très très peu de données solides qui permettent de dire la pollution sonore, voilà l'impact qu'elle a selon les types d'espèces, que ce soit en termes de résistance de la trame urbaine ou en termes de qualité des habitats. Et là, il y a vraiment un champ à travailler. Autant le travail scientifique est très avancé sur les capacités de déplacement des espèces, aussi sur la notion d'habitat nécessaire pour les espèces, autant ça, ces impacts sensoriels, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui. Scientifiquement, on n'est pas arrivé à déboucher avec des données qui nous permettaient d'utiliser complètement cette approche. Mais on a pu, par exemple, commencer à montrer comment des trames pouvaient presque disparaître de certains endroits du fait des pollutions, par exemple. Pour répondre à une question sur la mise à disposition de ce support, il sera disponible sur YouTube en replay dans maximum une semaine. Et pour répondre à peut-être quelques dernières questions, on a une question sur comment évoquer, on va dire, les trames pour les nuls et on va dire sur certaines espèces indésirables que ça peut ramener. Nous, on a fait un gros travail avec les collectivités et petit à petit, les choses sont comprises. Je pense qu'il faut avoir une approche aussi peut-être tournée sur les services écosystémiques et sur les aspects de bien-être que ça peut générer. Alors c'est vrai que ça peut ramener des espèces comme les chauves-souris ou les araignées qui sont, on va dire, perçues comme faisant peur, mais ça peut apporter tellement de services, typiquement le rafraîchissement urbain et et les aspects de biophilie. Je pense qu'il faut rentrer par cette approche pour répondre à votre question, François. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter, Hervé? Non, 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 de toute Vraiment, façon, il ont dépassé les 45, les 15, hein, nos N'hési- 45 minutes. n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos adresses mail et nos téléphones pour prendre des rendez-vous, discuter des trames. Merci beaucoup. Bon, ben, nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons donc une bonne continuation de journée et à bientôt Au sur des revoir. histoires de trame qui nous passionnent. Merci bien, au revoir.